Comité interministériel sur la politique de la ville, le gouvernement débloque une enveloppe de 5 milliards de francs pour un plan d'urgence. Malgré les critiques qui se multiplient, les Israéliens accentuent leurs opérations militaires au Liban. Dernier bilan, 114 morts. À Genève, responsables bosniaques, serbes et croates décident un nouveau cessez-le-feu pour demain. Le franc français est toujours malmené sur le marché des changes. Contrairement à ce qui était attendu, la Banque centrale allemande n'a pas baissé significativement son taux d'escompte. À Jérusalem, l'homme qu'on appelait le boucher de Treblinka a été acquitté au bénéfice du doute par la Cour suprême israélienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Édouard Balladur et 15 de ses ministres ont longuement planché aujourd'hui sur la politique de la ville. Nous allons y revenir bien sûr en détail dans un instant. Avant la froideur des dossiers, la dure réalité quotidienne. Pour de nombreux jeunes habitant précisément ces cités défavorisées, l'idée même de vacances reste un concept abstrait. Faute de moyens, 10 000 de ces jeunes vont passer leur congé à l'école. Oui, une centaine d'établissements situés en zone d'éducation prioritaire vont rester ouverts une bonne partie de cet été pour accueillir ceux qui ne peuvent pas partir et tenter de combler leur désœuvrement. Reportage Manuela Bermudez, Claude Barnier. En plein mois de juillet, un cours de sciences physiques. Ces enfants ne partent pas en vacances, alors l'école les accueille. Certains d'entre eux sont encore au CM2. Pour eux, la physique, c'est du chinois. Mais peu importe, on n'est pas là pour tout comprendre. Ce qui compte, c'est d'apprendre à aimer l'école. Moi, je trouve que c'est bien. On peut rencontrer plein de gens, plein de copains et de copines qu'on ne connaît pas. Et puis, on apprend à aimer, quoi. À la rentrée, lorsqu'on vient, on a plus de plaisir à venir au collège parce qu'on le connaît mieux. Donc je pense que c'est bien que le collège reste ouvert parce que en fait, on apprend beaucoup de choses. Et puis, non, je trouve ça normal et je trouve ça bien. L'après-midi, on oublie les cahiers pour mieux s'amuser. L'étude n'est pas l'objectif prioritaire. Les professeurs, tous volontaires, veulent surtout changer l'image du collège. Paris réussit. Depuis 2 ans, il y a moins d'absentéisme, moins de vandalisme. Il y a l'ensemble du climat qui s'est amélioré, des relations entre tous les membres de la communauté scolaire, des relations également de la part des parents qui participent plus volontiers à la vie de l'établissement, qui viennent plus volontiers dans l'établissement, même si pour autant il y a encore des moments de difficulté, des moments de relations très conflictuelles. Pour l'instant, les conflits sont très loin. Plus de bulletins de notes, plus d'interrogations écrites. Et en guise de devoir de vacances, on prépare le goûter. Pour une fois, l'école fait recette. Édouard Balladur a donc présidé aujourd'hui un comité interministériel sur la politique de la ville. Le gouvernement a décidé d'affecter une enveloppe de 5 milliards de francs à un plan d'urgence pour la ville. Cet effort, qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance gouvernemental, sera relayé par une enveloppe de près de 10 milliards de francs, cette fois au titre du 11e plan quinquennal 94-98. Précision tout de suite avec Jean Pézieux. Avec près de 2,5 milliards de crédits, ce sont les équipements publics qui sont les premiers bénéficiaires du plan ville. Des crédits par exemple pour payer la construction et la rénovation de locaux scolaires. Le ministère de l'Intérieur à lui seul recevra 400 millions pour implanter des postes de police ainsi que des permanences destinées à l'accueil des étrangers nombreux en banlieue. Les gens se plaignent souvent de l'absence d'équipements publics sur place. Dans des maisons de quartier ou maisons des citoyens seront regroupés les annexes des principaux services, mairies, postes, allocations familiales, etc. Des milliers de logements rénovés, démolis ou construits, l'amélioration de l'habitat sera également bien pourvue, près de 2 milliards de francs. 11 sites bénéficieront de crédits spécifiques. On les a baptisés grands projets urbains à cause de la gravité des problèmes à traiter. Toutes ces opérations seront financées par les crédits inscrits dans le récent plan de relance. Le gouvernement a par ailleurs arrêté à 190 le nombre de communes aidées dans le cadre de contrats de ville. Les critères, un grand nombre de jeunes et d'étrangers. Dépenses prévues, 9 milliards d'ici à 1998. Nous ne voulons pas d'une société qui fabrique sans cesse plus d'exclus et plus de marginaux. Nous ne voulons pas d'une société qui soit ressentie comme inégale et comme injuste. Nous voulons au contraire une société plus juste et plus solidaire. Solidaire, le mot-clé du plan pour la ville. On verra si la volonté de le mener à bien résiste à l'épreuve du temps. Précisément, la distribution de crédits est une condition certes nécessaire, mais pas suffisante à l'épanouissement de la vie urbaine, comme nous le rappelle Azouz Begag, géographe sociologue et chercheur au CNRS. Elles vont changer des choses, mais à un niveau global. Je suis persuadé qu'à Vaux-en-Velin, alors qu'un très grand projet de restructuration, de création d'un nouveau centre est
à l'étude, au commencement même. Je crois que ces mesures, et Van-Hollen fait partie des projets retenus, vont être d'un grand secours. Je crois qu'à Van-Hollen, on doit se frotter les mains, et c'est tant mieux. À un autre niveau, à un niveau micro-local, là où on repère les jeunes en difficulté qui sont dans des situations de désintégration, des jeunes complètement largués, qui vis-à-vis de la société n'ont aucun point de repère. Ces jeunes que j'appelle déformatés, qui ne sont pas formatés socialement, eh bien ces grands projets ne vont pas les toucher puisqu'ils agissent dans des secteurs dans lesquels ils n'ont pas pied. Et à cause de cela, je dis que si on veut vraiment s'attaquer à un problème le plus urgent dans les banlieues, qui est celui de cette population de jeunes largués à qui il faut donner du soutien tout de suite, ben je crois que ce n'est pas encore avec ce type de mesures grandioses qu'on y arrivera. Dans la région de Lorient, les policiers ont lancé une vaste opération de recherche pour tenter de retrouver l'inconnu qui, la nuit dernière, a abattu de sang-froid une jeune lycéenne d'une balle en pleine tête alors qu'elle sortait du cinéma avec une amie. Enquête Jacques Deveau, Ariel Nathan. C'est en rentrant du cinéma vers minuit que les deux adolescentes ont été agressées. Un homme d'une quarantaine d'années, circulant en Fiat Uno, est arrivé à leur hauteur. Se faisant passer pour un policier, il les menace d'une arme et les menotte dans le dos. Les adolescentes se débattent, l'une est tuée d'une balle dans la tête, tandis que l'autre parvient à s'enfuir et à rentrer chez elle. Elle était toute seule, elle était avec les menottes derrière le dos et elle demandait aux gens de l'aider pour tirer, mais elle n'arrivait pas. Elle est partie en courant chez elle. Elle disait au monsieur, prenez mes clés qu'il y a dans ma poche et ouvrez-moi la porte et venez avec moi chez moi. L'agression s'est déroulée à quelques centaines de mètres de la cité où vivent les deux adolescentes. Le trajet qu'elles ont suivi, le plus rapide pour venir du centre, est fréquemment emprunté par les habitants. Des habitants en état de choc après ce crime. Oh oui, c'était une petite fille qui était mignonne et tout. Elle était réservée et puis tout, hein. C'était pas une fille pour courir. Oh là là, c'est affreux, je vous dis, moi, j'en suis malade. On se sent un petit peu concerné aussi, quoi. Hein. On se dit, bon... Enfin, moi, je sais pas, je suis plus tranquille, là, maintenant, avec tout ce qui se passe, quoi. L'agresseur n'a pas été identifié pour l'instant. Les enquêteurs s'interrogent également sur le mobile qui pourrait être de nature sexuelle. Autre affaire tout aussi dramatique en Moselle, le meurtre d'une adolescente de 14 ans, Laurence, violée et tuée d'une dizaine de coups de couteau en mai 91. Après donc une enquête minutieuse de plus de 2 ans, les policiers ont interpellé 2 suspects dont le cousin germain de la victime, Anne Poncinet. C'était il y a 2 ans les obsèques de Laurence Guillaume. Au premier rang, derrière le cercueil de la jeune fille, son cousin, Michel. C'est lui qui vient d'être mis en examen, soupçonné d'avoir violé sa cousine, ce qu'il reconnaît, puis de l'avoir tuée, ce qu'il nie. Michel Guillaume a été dénoncé par son complice présumé, Francis Holm. Lui ne fait pas partie de la famille. Il se cache le visage à l'issue de sa mise en examen, mais son visage est connu. Car Francis Holm est déjà incarcéré dans le cadre d'une autre affaire de meurtre, celui de Laurent Bureau, un jeune appelé de Périgueux. Affaire dans laquelle Holm avait dénoncé Didier Gentil, meurtrier de Céline Jourdan en 89. Francis Holm vient donc d'avouer le meurtre de Laurence Guillaume. L'instruction est complètement terminée. Mon client a reconnu l'ensemble des faits qui lui ont reprochés, a été entendu pendant plusieurs heures et il est très précis, il est très clair. Pour arriver à ses aveux, il aura fallu 2 ans d'enquête. Laurence avait été violée et assassinée alors qu'elle rentrait en mobilette d'une fête foraine à une dizaine de kilomètres de son domicile. Dès le départ, les gendarmes étaient convaincus que la jeune fille connaissait son agresseur. Mais ils interrogent quand même les individus coutumiers de ce genre de crime. Et paradoxalement, c'est ainsi qu'ils ont confondu Holm avant de revenir dans l'entourage de Laurence. 2300 pièces de procédure ont été établies. 1000 vérifications ont été effectuées, 15 000 véhicules ont été contrôlés. En ce qui concerne l'assassinat de Laurence Guillaume, l'enquête est terminée. Mais d'autres soupçons pèsent encore sur Francis Holm dans le cadre de 3 affaires d'assassinat. L'homme que l'on a appelé le boucher de Treblinka, John Jimenjuk, a échappé à la potence. Condamné à la pendaison en avril 88 pour ses activités supposées dans le camp d'extermination de Treblinka, cet Ukrainien de 73 ans a été acquitté aujourd'hui au bénéfice du doute par la Cour suprême israélienne. De Jérusalem, les explications de Charles Anderlin. Nous n'avons pas la certitude que John Demjanjuk est bien Ivan le Terrible, responsable d'atrocités commises à Treblinka. Au bénéfice du doute, nous l'acquittons. Il n'y a pas lieu de le condamner pour les crimes qu'il a commis alors qu'il était gardien au service des SS. La Cour suprême israélienne a ainsi mis un point final à 7 ans de procédure.
Demjanjuk avait été condamné à mort sur la foi de documents provenant des archives soviétiques et de témoignages de rescapés du camp de Treblinka. Les survivants juraient reconnaître en lui l'homme qui avait conduit leur famille à la chambre à gaz. Des instants dramatiques retransmis en direct par la télévision israélienne. Le public, très nombreux, avait accueilli par des applaudissements la peine capitale. Les anciens déportés ont donc très mal pris l'acquittement. Certains éclatent en sanglots, d'autres accusent la justice israélienne. La haute cour d'Israël laisse partir un criminel nazi qui a certainement assassiné des juifs. Ça, je ne comprends pas. Yoram Sheftel, l'avocat israélien de Demjanjuk, explique qu'il avait confiance dans les juges lorsque le fils d'un rescapé lui crie « Tu as vendu ton âme au diable ». Le petit-fils essaye de calmer son père. Mais la grande leçon de cette affaire, c'est peut-être que 50 ans après le génocide nazi, un tribunal souverain en Israël acquitte au bénéfice du doute un gardien de camp de concentration. Selon l'agence Reuters, une colonne blindée israélienne aurait pénétré au sud-Liban cet après-midi. Dans le même temps, l'aviation de l'État hébreu augmentait la cadence de ses raids aériens. Selon un bilan provisoire des services de sécurité libanais, 21 personnes ont été tuées aujourd'hui et 56 autres blessées. De même source, ces opérations militaires ont donc fait depuis dimanche 114 morts et plus de 400 blessés. Presque tous des civils. Les Libanais ont été contraints d'évacuer la plupart des villes du sud-Liban. Ils sont maintenant dispersés dans des camps autour de Beyrouth. Reportage à Sabra de nos envoyés spéciaux Véronique Tavo, Jean Corneille. Ils ont attendu ce moment toute la matinée. L'eau n'est distribuée qu'une seule fois par jour par l'armée libanaise. Exilés forcés, ils viennent de Nabatieh au sud-Liban. Ils ont fui les bombardements, les attaques aériennes de l'armée israélienne. Dans cette école réquisitionnée du camp de Sabra près de Beyrouth, 400 personnes, la plupart des femmes et des enfants, ont trouvé refuge. Conditions difficiles, mais au moins ceux-là peuvent dormir à l'abri. Certains sont arrivés il y a 2 jours, d'autres ce matin, et chaque jour, il en arrive davantage. Ici, on manque de tout, de matelas, de couvertures, mais surtout de médicaments pour les enfants. Nahmé, elle, a fui Nabatieh hier avec son bébé de 2 mois. Je ne pouvais plus rester, ma maison a été détruite complètement. Je n'avais plus rien pour mon bébé, il criait sans arrêt à cause des attaques israéliennes. Malgré ce qu'Israël nous fait aujourd'hui, je sais que je retournerai dans le sud et je me battrai pour ma terre. Ailleurs, dans d'autres écoles de Beyrouth, c'est le Hezbollah qui assure la distribution de la nourriture. Ici, à Sabra, très structuré, très militaire, c'est la milice Amal, soutenue par la Syrie, qui a pris en charge les 400 réfugiés de Nabatieh, Amal, qui organise la résistance. C'est le devoir d'Amal, c'est notre devoir de prendre en charge les réfugiés du Sud parce qu'ils n'ont plus rien et nous ferons tout pour leur rendre leur terre. On va défendre, on va résister. Donc nous sommes des résistances, le mouvement Amal, la partie Hezbollah et tous les gens en Liban, ce sont des résistants. À Sabra, la vie commence à s'organiser, mais tous ici n'ont qu'un seul espoir, rentrer chez eux le plus vite possible. À la demande expresse des autorités libanaises, la France vient d'envoyer à Beyrouth une aide médicale d'urgence. Le roi Hussein de Jordanie est actuellement en visite privée à Paris. Le souverain hachémite a cependant rencontré François Mitterrand à l'Élysée cet après-midi. Il verra demain Édouard Balladur. Avant de quitter Londres pour Paris, le roi Hussein a déclaré à un quotidien arabe qu'il espérait une fin rapide de l'intervention israélienne au Liban, qui risque selon lui d'avoir des effets négatifs sur le processus de paix. En fin d'après-midi, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un cessez-le-feu immédiat en expliquant dans un communiqué, je le cite, que la politique délibérée consistant à obliger les gens à quitter leur foyer doit s'arrêter. Ceux qui ont été déplacés doivent pouvoir retourner chez eux en toute sécurité. Le gouvernement israélien doit donc faire face à une vague de critiques croissantes contre cette opération militaire. Critiques venues bien sûr de très nombreuses capitales, mais aussi, fit paroire, des Israéliens eux-mêmes. Oui, Bruno, c'est vrai qu'Israël a toujours mis sa sécurité, dont dépend sa survie, en tête de toutes ses préoccupations. On comprend donc la bataille engagée au Sud-Liban contre le Hezbollah, le bras menaçant des islamistes soutenus par l'Iran. On peut cependant faire 3 remarques. Premièrement, en frappant le Sud-Liban, Israël viole un État souverain et le fragilise encore plus qu'il n'est. Deuxièmement, Israël prend le risque de faire capoter le processus de paix au Proche-Orient,
qui piétine, c'est vrai, mais qui reste le seul espoir de voir un jour la paix régner dans la région. Enfin, troisièmement, l'action d'Israël revient à rayer de la carte des villages et à chasser des populations, et pas seulement des islamistes, afin d'accroître la zone de sécurité au sud du Liban. Le monde arabe ne peut manquer de faire la comparaison avec, par exemple, ce qui se passe en Bosnie, lorsque les Serbes obligent des musulmans ou des Croates à fuir leurs terres pour s'en emparer, ce qui entraîne alors une condamnation forte et unanime de la communauté internationale. Merci Philippe Arouard. En Bosnie, les combats vont peut-être enfin cesser. À Genève, le président bosniaque, le chef des Serbes de Bosnie et le leader croate ont en effet donné des ordres immédiats à leurs commandements militaires respectifs pour un arrêt immédiat des hostilités. Une réunion de ces chefs militaires devait avoir lieu cet après-midi à Sarajevo, sous les auspices bien sûr des Nations Unies. Aux toutes dernières nouvelles, ce énième cessez-le-feu ne devrait prendre effet que demain à midi. Les différents chefs de guerre sur place prennent peut-être au sérieux les menaces d'intervention aérienne de l'OTAN. Une soixantaine d'appareils, essentiellement américains et actuellement basés en Italie, sont prêts en tout cas à intervenir dès que l'opération aura reçu l'aval de l'ONU, probablement au début de la semaine prochaine. Tout de suite, précision avec notre correspondant à New York, Bruno Albin. Une soixantaine d'appareils de l'OTAN et de l'armée de l'air française seront prêts dès le début de la semaine prochaine à effectuer des frappes aériennes au-dessus de la Bosnie en cas de nouvelles attaques serbes contre les casques bleus. Les spécialistes chargés du guidage des bombes sont en cours de déploiement dans les zones protégées décrétées par l'ONU. Les militaires sont prêts, les responsables politiques le sont aussi. Nous sommes prêts à agir si le secrétaire général de l'ONU nous demande assistance. Cela sera-t-il suffisant pour stopper les bombardements à Sarajevo et conduire les parties à la table de négociation? Je l'ignore. Mais nous sommes prêts à faire ce qui nous incombe. Avant de se rendre à Washington, François Léotard avait demandé au secrétaire général de l'ONU d'accélérer la mise en place du dispositif de défense des casques bleus. Les soldats français attaqués dimanche n'ont pas eu les moyens immédiats de répondre à leurs agresseurs, a précisé le ministre, avant d'ajouter « Désormais, nous répondrons aux agressions au sol et par voie aérienne ». Nous sommes en train de regarder le processus qui permettra de déclencher la frappe si elle est nécessaire. Nous ne disons pas bien sûr que nous allons le faire la semaine prochaine. Au contraire, nous souhaitons que ça ne soit pas utilisé. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre à quiconque. Par souci d'efficacité et pour ne pas retarder une riposte éventuelle, l'initiative de ces frappes aériennes sera entre les mains du général Koch, le commandant en chef des forces de l'ONU dans l'ancienne Yougoslavie. Cela fait aussi du secrétaire général des Nations Unies le seul juge et l'unique responsable de l'utilisation de la force dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité. En Italie, après les attentats à la voiture piégée de Rome et de Milan qui ont fait 5 morts et une trentaine de blessés, l'enquête s'annonce particulièrement difficile. Le point tout de suite avec notre correspondant à Rome, Gérard Beaufils. Alerte à la bombe au Vatican, une de plus pour les carabiniers de Rome. Après les attentats contre Saint-Jean-de-Latran et Saint-Georges de Velabro dans la capitale italienne, les édifices religieux sont aujourd'hui particulièrement surveillés. Le doigt sur la gâchette, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles de routine. Tout le monde devient suspect à la lumière des derniers événements. Le ministre de l'Intérieur, Nicola Mancino, a décrété l'état d'alerte maximale. Le gouvernement italien est donc en guerre contre le terrorisme. C'est très difficile de surveiller tous les lieux chargés d'histoire qui existent dans la capitale. On cherche à assurer le maximum de sécurité. Et cela avec des équipes mobiles qui peuvent se rendre rapidement sur place avec des moyens radio et des motocyclistes. Aucune piste, aucune revendication ne s'avère fiable pour l'instant, mais en attendant, tous les moyens ont été mis en œuvre pour détecter et pour neutraliser d'éventuelles nouvelles voitures piégées. Le portrait robot d'une jeune femme blonde aperçue à Milan, peu avant l'explosion, ressemble à tout un chacun. Et pour les touristes étrangers, comme s'il de rien n'était, les vacances romaines se poursuivent et la vie à Veneto est toujours celle de la Dolce Vita. La vie politique française, Édouard Balladur a reçu Raymond Barre au petit déjeuner et Valéry Giscard d'Estaing au déjeuner. Pas nécessaire d'être devin pour imaginer le thème essentiel de ces conversations, la situation économique et surtout monétaire. D'ailleurs, en sortant de Matignon, le président du DF, Valéry Giscard d'Estaing, a répété qu'il fallait tout faire pour préserver le système monétaire européen et y maintenir le franc.
À la mi-journée, le franc français était en forte baisse sur les marchés d'échange européens, juste avant l'annonce de la décision de la Bundesbank de maintenir son taux d'escompte à 6,75%. La Bouba, en revanche, a baissé de 8,25 à 7,75 son taux lombard, ce qui est même considéré comme une mesure assez symbolique. Précision avec Véronique Auger. Coup de tonnerre cet après-midi chez les boursiers qui aiment à se faire peur. La Bundesbank a fait un geste en baissant l'un de ses taux d'intérêt, mais manque de chance, aux yeux des spécialistes, ce n'est pas le bon taux d'intérêt, celui qui compte. Résultat, la spéculation est repartie à toute vitesse contre le franc français, qui a perdu 1 centime face au Deutschmark. La Banque de France a même dû intervenir pour soutenir la monnaie tricolore. Les spéculateurs qui vivent de rumeurs s'imaginent que la solidarité des Allemands vis-à-vis des Français a faibli. Faux, répond Valéry Giscard d'Estaing, qui vient de déjeuner avec le Premier ministre. Nous avons appris à l'instant la décision de la Bundesbank de baisser d'0,5% son taux d'intérêt, son taux lombard, suivant l'expression technique. C'est une décision bienvenue et qui va certainement aller dans le sens d'un retour au calme des marchés. Le franc risque de passer un très mauvais mois d'août et M. Balladur aussi. Car face à cette bataille, le Premier ministre n'a aucune marge de manœuvre. Il a choisi de refuser la peste, qui aurait été de sortir le franc du système monétaire européen. Il est donc condamné à subir le choléra. Car pour lutter contre cette spéculation, il va devoir augmenter les taux d'intérêt et ainsi compromettre toute sa politique de relance de l'activité économique française. En fin d'après-midi d'ailleurs, Édouard Balladur a réuni à Matignon le ministre de l'économie, le directeur du Trésor et le gouverneur de la Banque de France. Paradoxalement, les informations venues de la Banque centrale allemande ont revigoré la bourse de Paris. Le fameux CAC 40 a en effet terminé sur un gain de 2,3% à son plus haut niveau depuis 14 mois. C'est assurément la fin d'une époque. Une page de l'histoire de la Lorraine va se tourner à la fin de cette semaine avec la fermeture de la dernière mine de fer encore en activité en France, celle de Moyeuvre en Moselle, une mine exploitée depuis le XVIe siècle. Reportage nostalgique signé Christine Boss et Sylvain Gauthier. Cris de colère et d'impuissance. Pour la dernière fois, les derniers mineurs de fer, les gueules jaunes comme on les appelle, descendront dans la mine demain pour la forme. Le cœur n'y est plus. 1 an avant l'échéance prévue, ils tourneront définitivement demain une page de l'histoire industrielle, leur histoire, à l'abri des regards indiscrets. Car beaucoup ici refusent cette fermeture inéluctable. Cet immense gâchis pour nous industriels et humains, inacceptable et intolérable parce qu'il nous engage dans la construction d'un type de société à 2 vitesses et en direction d'un recul social qui va peser lourd. Aujourd'hui, le bassin d'Hayange désespère un peu plus avec la fermeture du dernier gros employeur de la région. Pourtant, il y a 30 ans, personne n'imaginait l'inexorable déclin. Les réserves de minerais, 6 milliards de tonnes, étaient inépuisables. Mais la concurrence des minerais exotiques et la loi du rendement viendront à bout des 60 mines de fer de Lorraine, nostalgie désabusée. Les gueules jaunes, bon, ça sera plus qu'un souvenir, c'est tout. Mais enfin, ça fait mal parce que c'est toute une histoire d'une région qui s'en va. C'est des traditions qui partent. Parce que maintenant encore, on va peut-être maintenir ces traditions pendant, je sais pas, moi, quelques années maximum. Et un peu au jour, on n'entendra plus parler. Le mineur, ça sera une bête curieuse. Aux générations futures, il restera le musée des mines de fer, 1,5 km de galerie retraçant l'histoire des gueules jaunes, une façon de préserver un pan de l'histoire régionale. Le TGV Nord reliera Paris à Lille en 1 heure dans moins de 2 mois. Et les habitants d'Amiens attendent toujours leur gare. La commission d'enquête mise en place par le préfet vient de rendre un avis favorable au tout dernier projet, une sorte de jugement de Salomon, puisque la gare sera installée en rase campagne, à mi-chemin entre Amiens et Saint-Quentin, ce qui ne satisfait personne. Commentaire Philippe Dumez. 6 années de manifestation pour rien. Le TGV Nord ne passe pas par Amiens. À défaut, les Picards espéraient une gare à Chaulnes. Les passagers changeaient simplement de train pour gagner Amiens par l'ancienne voie. Sur proposition de la SNCF, le ministère des Transports et celui de l'Environnement ont donc décidé que les TGV s'arrêteront à Ablaincourt-Pressoir, un village un peu perdu au milieu des champs de betteraves. L'intérêt de ce village est de se situer presque à mi-chemin d'Amiens et de Saint-Quentin. Pour rejoindre ces 2 villes, les passagers auront la future autoroute A29, une autoroute dont la date de construction n'est pas encore connue, mais elle sera connectée avec l'autoroute A1. Seulement, comme on dit dans le transport, il y aura rupture de charge.
Une solution qui ne satisfait pas vraiment les Picards. En 1986, on a pris une décision qui est de faire un TGV politique. Et je crois qu'il est grand temps maintenant de faire un vrai TGV de service public qui passe effectivement en ligne droite de Paris jusqu'au tunnel sous la Manche en passant par Amiens. Alors si en attendant on a sur un mauvais tracé, comme celui qui a été décidé, Paris-Lille, une gare, on la prend, ça peut être utile. On verra bien si on peut en faire quelque chose, ça peut aider l'Est du département. Et puis ensuite on aura enfin le vrai TGV Paris-Londres. Le tracé retenu aura l'avantage de relier Paris, Bruxelles, Francfort et Londres. En passant par Amiens, la SNCF augmentait les distances et le coût des investissements. À l'époque de l'Europe, la coordination de la politique des transports est un impératif. Les sages du Palais Royal ont déclaré non conforme à la Constitution la loi adoptée il y a tout juste 15 jours, loi qui permettait de développer l'autonomie des universités. Autrement dit, retour à la case départ, la loi Savary de 1984. Précision avec Florence Bouquilla. La loi autorisait les universités à ne pas respecter la loi. Une astuce que le Conseil constitutionnel n'a pas admis. Selon cette loi, si elle le désirait, universités et grandes écoles pouvaient changer de statut, organiser différemment leur présidence, conseil d'administration, régime financier, jusqu'à devenir autonomes. Et seul le ministre de tutelle pouvait leur opposer son veto. Or, selon le Conseil constitutionnel, il appartient au Parlement et à lui seul de fixer les règles des établissements publics. Pas question donc pour le gouvernement de faire des expériences. Nous pensions que les universités sont toutes très différentes les unes des autres et que chaque université, volontaire pour le faire, allait pouvoir mener à bien des expérimentations dans le domaine pédagogique, dans le domaine du financement, dans le domaine du mode de direction des universités, et que nous prendrions appui sur ces expériences pour montrer à la communauté universitaire les possibilités d'évolution. Déçu, le gouvernement aurait en fait voulu élargir les dérogations déjà prévues par la loi Lang de juillet dernier. Mais à l'époque, le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi. Aujourd'hui, les syndicats universitaires sont satisfaits de voir cette loi jugée non conforme à la Constitution. Nous étions contre parce qu'elle remet en cause en fait l'esprit de service public de l'enseignement supérieur et elle mettait en cause le caractère national des diplômes. Les 7 expériences de nouvelles universités qui existent déjà ne seront donc pas prolongées au-delà de 1994. C'est ce que prévoyait la loi Lang. Mais dans un sursaut de fierté, le gouvernement annonce qu'il s'attaquera à une profonde réforme universitaire en 1995, si les échéances présidentielles le lui permettent. L'affaire Valenciennes-OM, le président de la Ligue nationale de football, qui est à l'origine de la plainte et qui s'est constituée partie civile, a passé près de 3 heures aujourd'hui dans le bureau du juge d'instruction à Valenciennes, le juge Béfi. Noël Le Graët dispose maintenant apparemment d'éléments solides pour décider un certain nombre de sanctions qui devraient être annoncées dans les prochains jours. Hors d'œuvre à la Russe pour le 11 tricolore. Je vous rappelle que les Bleus ont fait une rentrée en fanfare hier soir en battant 3-1 à Caen l'équipe de Russie en match amical. Affluence record hier soir aux abords du mont Saint-Jean-Michel. L'archange qui veille sur l'abbaye a passé une nuit un peu difficile en raison des 150 000 watts de la sono du concert donné par Jean-Michel Jarre, le premier de sa tournée européenne. Louis Carzou. Une profusion d'éclairs et de sons dignes de l'archange Saint-Michel. Deux heures durant, le célèbre mont normand s'est transfiguré au rythme de l'un de ces concerts uniques dont Jean-Michel Jarre a seul le secret. Un rêve d'enfance pour l'artiste qui commençait ainsi entre terre et mer sa tournée Europe en concert, une vingtaine d'étapes à travers 13 pays du vieux continent. Un premier rendez-vous salué par plus de 60 000 spectateurs. Très contente d'être venue, que mes enfants aient insisté pour que je vienne. C'est génial. Ça serait encore mieux si c'était mieux organisé. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Vous avez vu l'heure? On vient d'arriver, on vient juste d'arriver. On n'a rien vu du tout, on a payé. Il y a encore des cars qui arrivent là. Certes, le site ne se prêtait sans doute pas à un tel rassemblement. Mais ce soir, les organisateurs de la tournée précisent que les places non utilisées restent valables pour le concert du 24 septembre prochain au château de Versailles.
Je vous propose de terminer ce journal sur un sourire, celui de Andie McDowell, ex-top model, qui séduit maintenant les plus grands metteurs en scène depuis Sexe, mensonges et vidéos, ou encore Green Card avec Depardieu. Elle joue le rôle d'une productrice de télé dans Un jour sans fin, un film dont le héros est un présentateur météo mégalo et un peu givré. On se demande où ils vont chercher tout cela. Nicole Cornu-Langlois. Cette marmotte, c'est un service météo à elle toute seule. C'est la tradition. Le 2 février, le jour de la fin de son hibernation, elle annonce le temps qu'il va faire. C'est pourquoi une équipe de télévision s'est déplacée avec son journaliste spécialiste, mais la neige les bloque dans ce trou perdu et la tension monte au sein de l'équipe. La productrice s'énerve, elle est interprétée par Andie McDowell qui fut mannequin comme Lauren Bacall ou Angelica Houston avant de devenir actrice. Elle découvre une nouvelle profession, l'audiovisuel, où elle déploie des trésors de patience pour supporter un confrère plutôt odieux. Oui, il est très arrogant, très imbu de lui-même. Et en fait, il n'accepte pas de couvrir ce petit festival de la marmotte. Il pense qu'il mérite beaucoup mieux. Je ne sais pas si ce genre de monsieur météo existe en France, mais aux États-Unis, ils sont toujours assez extravagants. Non, chez nous c'est plus calme, mais ce pauvre garçon a des excuses, il vit un cauchemar. Chaque matin, c'est le même jour qui recommence. Il décide de tirer profit de ce piège infernal. Well, it's Groundhog Day. Again? What if there were no tomorrow? No tomorrow. That would mean there would be no consequences. We could do whatever we want. I'm betting he's going to swear first. En fait, c'est un mélange magnifique de romanesque et tout ça avec beaucoup d'humour. Des sourires, du charme et des coups, le couple Andie McDowell et Bill Murray fait un parcours insolite, explosif. Dans cette fable extraordinaire sur le temps et l'éternité, on ne voit pas le temps passer. Voilà, dans un instant la météo, Romeshko n'a pas une tête à claque, et puis la série préparée par l'ami Tchernia sur l'histoire de notre télévision, ce soir l'évolution des jeux télévisés. 23h35, le tout dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Demain, Daniel Bigou recevra dans les 4 vérités à 7h50 la présidente nationale de la SPA pour parler bien sûr des abandons des animaux domestiques, hélas traditionnels en cette période de vacances. Bonne fête aux Martes et bon anniversaire au mouvement scout, 86 ans aujourd'hui, et au doyen des Français Émile Fourcade qui a fêté aujourd'hui son 109e printemps. Dans un instant donc, la météo de Romeshko. Excellente soirée, à demain 20h.